Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. En fait, la question, c'est qu'est-ce que tu ressens et de quoi tu as besoin à cet instant. Le yoga nidra, ça va être un yoga que tu vas pratiquer en shavasana, c'est la posture du cadavre. Tu es allongé sur le sol, les bras relâchés. Et donc, c'est un yoga qu'on pratique tout le long allongé sur le dos. Dans une position où on va pouvoir rester immobile pendant assez longtemps. En minimum 20 minutes, on va dire. Tu peux avoir des séances d'1 heure. Et le yoga nidra, ça va te faire comme une méditation guidée, mais très profonde. Vous avez du mal à retrouver le sommeil? Vous tournez en rond avec une peur qui vous bloque? Vous souhaitez mieux communiquer, mieux gérer vos émotions? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Laetitia Léonard, je suis spécialiste en thérapie brève et dans ma boîte à outils, j'utilise le MDR, l'hypnose ou encore les fleurs de Pâques, la PNL et aussi le mouvement et le son. Dans ce podcast depuis 2020, avec Secrets de Polichinelle, je vous propose des outils, des conseils pratiques, des interviews de praticiens du bien-être et des témoignages d'expérience pour vous inspirer et vous aider à passer à l'action. Et si vous voulez prolonger cette dose de motivation et de bonne humeur, je vous envoie chaque mois une newsletter avec encore plus de ressources. Si vous avez envie de venir au cabinet, à Paris ou en visio, ou de vous inscrire à la newsletter, je vous mets le lien en description. Et puis je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter ce podcast. Vos partages sont importants pour le faire connaître. Bonne écoute. Bonjour Pauline. Bonjour Laetitia. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. Moi, je suis ravie d'être là. Merci. Alors, dans cette nouvelle saison du podcast, j'avais envie de faire un focus sur le sommeil, qui est un sujet clé pour beaucoup d'entre nous, et de pouvoir parler de pratiques complémentaires et qui peuvent aider à retrouver un sommeil réparateur, et pas seulement, en même temps de les faire découvrir également. Et donc, forcément, tout naturellement, j'ai pensé au yoga. Et j'avais envie de faire venir une professeure de yoga comme toi. Merci. Alors, le yoga, pour l'anecdote, pour moi, ça a été vraiment un peu ma clé d'entrée dans le monde du bien-être, même si j'étais déjà sensibilisée à d'autres choses autour de l'alimentation, l'hygiène de vie, l'activité physique. C'est vrai qu'il y a plus de 10 ans, j'étais dans un environnement corporate très stressant et c'était ma bulle, c'était un peu ma soupape le midi, le cours de yoga. Donc, je trouvais intéressant de pouvoir le proposer parce que je sais que parfois, quand on est dans des environnements tendus, stressants, on a du mal à trouver la soupape. Et pour moi, ça a été un des éléments fondateurs avant de me prendre de passion pour le Pilate, dont je parle souvent sur mon compte. Et donc, Pauline, est-ce que tu peux nous raconter comment tu en es venue à faire du yoga? Comment tu as découvert le yoga? Bien sûr. Du coup, j'ai démarré moi par la gymnastique. À l'origine, j'étais gymnaste en compétition. Et pour pouvoir concilier les études avec cette passion que j'avais pendant de nombreuses années, j'ai fait une fac de sport. Et donc, je suis ensuite, après la compétition, après avoir arrêté, parce que quand tu es gymnaste, tu deviens vite vieux. Voilà, tu sais, c'est pas une carrière qui va durer dans le temps. Donc, quand j'ai arrêté la compétition, j'ai eu besoin de continuer à me défouler. Et donc, je me suis reconvertie dans la danse latine. Et suite à cela, je suis partie enseigner en Californie pendant 3 ans, en 2015. Et là-bas, il y a à peu près un studio de yoga tous les 2 mètres. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée un peu par hasard, si le hasard existe, dans un studio de yoga, de power yoga plus précisément. Et donc, moi, je suis rentrée dans le yoga par cet aspect très physique, très sportif, qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. J'ai vraiment changé sur mes pratiques. Et donc, je suis rentrée dans le power yoga. Le power, c'est vraiment une discipline intense qui m'a fait penser à la gymnastique. Et du coup, forcément, j'ai accroché, je pratiquais 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7. Et j'ai commencé à me former là-bas, directement en Californie. C'est comme ça que petit à petit, je suis devenue professeure de yoga. Trop bien. Et alors, on a ça en commun aussi, c'est l'expérience anglophone. Tu étais à Los Angeles, j'imagine, si tu me parles de yoga. Oui, j'étais à Los Angeles, exactement. Ok. Écoute, moi, alors j'étais un peu avant toi, quelques années avant, mais j'étais à San Diego. Ah oui, c'est pas très loin, on était voisines. Donc, ça a été mon premier contact avec le monde anglophone avant d'ensuite partir en Australie et où là aussi, tu as pas mal d'adeptes de yoga d'ailleurs. Et donc, alors justement, le yoga, il y a plein de sortes de yoga et parfois, c'est compliqué de se repérer. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Alors, on va peut-être pas tous les faire parce qu'il y en a beaucoup, mais en tout cas, et on fera un focus après sur ceux qui sont peut-être un peu plus orientés sommeil ou vraiment détente.
Mais déjà, souvent, dans les cours de yoga à Paris, on voit du Hatha Yoga, du Vinyasa. Enfin, est-ce que tu pourrais nous dire en 2-3 mots les grandes différences? Oui, bien sûr. Alors déjà, moi, j'aime à dire qu'il y a autant de styles de yoga que de professeurs de yoga. C'est Parce que vrai. c'est vrai que en fait, tu vas vraiment t'identifier plus à une manière de faire et chaque professeur, chaque enseignant a ses propres influences qui viennent un peu de partout dans le monde et surtout de nos précédents mentors. Il faut aussi trouver la bonne personne, je pense, qui C'est va vrai. pouvoir t'enseigner. Forcément, on a tous nos favoris. Et surtout, voilà, pour parler de style, parce que c'est vrai que en Occident, on va parler de style, etc., même s'il y a que un grand yoga. Mais du coup, pour s'y retrouver un peu, donc je vais te revenir sur ce dont tu as parlé. Effectivement, le Hatha, c'est le yoga un peu originel qui vient d'Inde, comme on l'a un peu dans l'image, dans la culture actuelle. Et en fait, ce yoga, il va être un petit peu plus orienté sur l'ancrage et la force. C'est un yoga de l'effort et dans lequel tu vas tenir les positions plus longtemps que dans certains styles. Donc, je te parlerai après du Vinyasa. Et ça va vraiment être l'ancrage, la respiration, la présence. Même si tous les styles de yoga vont utiliser la respiration de manière très profonde, puisque c'est quand même une des parties les plus importantes du yoga, la respiration. Voilà, le hatha, tu vas rester plus longtemps dans les positions. Donc, il est intense, mais d'une manière plus lente, par exemple, que le vinyasa. Donc, celui-là, si tu veux démarrer le yoga, moi, je conseille de démarrer par le hatha, qui est celui de l'origine. Le vinyasa, ça va être plus dynamique dans le sens où tu vas avoir des mouvements plus fluides, des enchaînements de positions un peu plus rapides. Donc, si tu démarres un vinyasa, en France, je vais prendre l'exemple de Paris, tu vas avoir des cours débutants, intermédiaires, etc. Normalement, il n'y a pas de débutants ou d'experts en yoga, si tu veux. C'est vraiment une discipline. C'est pas comme un sport. C'est différent. C'est un tout, le yoga. Et du coup, c'est vrai qu'il faut quand même se renseigner un petit peu, pas venir à un cours expert si tu n'en as jamais fait. Voilà, on va dire que ça sert d'indication dans le monde actuel. Donc le vinyasa, ça va être un enchaînement de postures. Tu vas tenir moins longtemps. Donc ça parle souvent à des gens qui ont fait de la danse, qui ont fait de la gym, voilà. Et tu vas Oui. caler ton mouvement sur ta respiration. Moi, j'avais commencé avec ça, j'avais bien aimé. Mais effectivement, je faisais de la danse. Ouais, mais j'aimais bien le côté dynamique. Ouais. Oui, voilà, Ok. parce que le hatha, si tu veux, ça demande beaucoup de force, beaucoup de maîtrise, de conscience. Et rester longtemps dans les positions, ça peut être très difficile. Là, c'est deux styles, c'est deux salles, deux ambiances, hein, le vinyasa et le Oui, hatha. oui. Voilà. Et le yin aussi, tu restes pas mal dans les postures de mémoire, non? C'est celui-là, hein. Tu restes ça, j'ai souvenir d'avoir fait ça aussi. Mais je t'en parlerai après, puisque du coup, on finira par celles qui viennent sur le sommeil. Mais le yin, effectivement, tu restes encore plus longtemps. Ben, je vais te parler aussi de ce que j'enseigne. Donc là, t'as le Oui. power, c'est un dérivé du vinyasa. C'est vrai que ça se ressemble beaucoup. C'est vraiment le mouvement calé sur ta respiration. Et du coup, c'est des flows, mais il va y avoir une petite partie plus renforcement, plus un peu presque du fitness, puisque c'est un yoga qui est assez moderne. Donc, en général, c'est vrai que dans les cours de power que j'ai, je retrouve des gens qui ont envie un peu de transpirer, tu vois, qui ont envie de faire un peu plus d'exercices sur la force, sur le renfort, tu vois. Tu peux avoir des positions de fitness. C'est un yoga qui est très moderne et qui est californien. Donc moi, c'est comme ça que je suis rentrée. Ensuite, pour le yin, bah, du coup, c'est un yoga qui va plutôt être un yoga de l'introspection, puisque justement, comme tu l'as bien dit précédemment, tu vas rester longtemps dans les positions. Sur un cours d'une heure, par exemple, tu peux avoir juste 6 positions. Tu vas alterner gauche-droite, évidemment, pour l'équilibre, et tu vas les tenir pour pouvoir laisser un peu la position rentrer dans le corps. Souvent, on dit qu'on veut mettre le corps dans une position, mais là, c'est la position que tu vas laisser s'installer. Donc forcément, j'entends souvent qu'on me dit oui, le yin, c'est le yoga doux. Bah, je ne sais pas si rester 10 minutes dans une grenouille, c'est doux. Ouais. Donc moi, je te parle plutôt d'un yoga plus lent, plus ralenti, voilà, plus au sol, et surtout qui est issu de la médecine chinoise aussi, parce que c'est plutôt de pas travailler sur les méridiens, sur les fascias, sur ton équilibre entre les énergies yin et yang. Et du coup là, viens tout ralentir. Tu vas vraiment faire un ancrage aussi. C'est le ralentissement, le yin, c'est le sol, le calme, mais en même temps, le mental va travailler, va être mis à rude épreuve. Donc, quelqu'un qui aime se défouler, faut pas lui proposer un cours de yin tout de suite.
Et d'ailleurs, c'est souvent une question que je pose aux gens qui me disent moi j'ai fait un cours de yoga, tu vois, et je me suis retrouvée dans un yoga Bikram chauffé à 40 degrés. Et en fait, la question c'est qu'est-ce que tu ressens et de quoi tu as besoin à cet instant. Parce qu'on n'a pas les mêmes besoins déjà dans la journée, dans la vie. Venir au yin, si tu es très dynamique, c'est quand même une étape. Tu vois, ce genre de personnalité où on aime bien se défouler. Moi, par exemple, le yin, au début, c'était vraiment très dur pour moi parce que j'étais une personnalité power, le yang me dépensait et j'ai appris. Ça s'apprend comme tout, évidemment. Mais du coup, vraiment savoir vers où tu veux aller pour démarrer. Et comme ça évite d'entendre des gens, moi, je suis pas souple, j'ai essayé une fois, j'ai pas aimé. Alors, Oui. en fait, ça fait du bien à tout le monde. Il faut juste savoir où aller, quel cours trouver. Et c'est vrai qu'il y a un vrai sujet de tester. Moi, à une époque, j'en avais testé plusieurs. C'est pas évident de trouver la bonne personne aussi, c'est vrai. Oui, c'est ça. Mais comme dans tout, tu vas un peu t'identifier à quelqu'un et puis finalement, tu vas aimer sa pratique. Moi, quand je suis rentrée en France, j'avais eu besoin de trouver un studio avec un kiné ostéo qui savait ce que c'était le power yoga, tu vois, parce que au début, je comprenais rien à la version française du yoga puisque moi, j'avais vécu 3 ans en Californie et que c'est complètement différent et que là-bas, ils étaient un petit peu presque en avance sur la France dans la mesure où tout le monde pratiquait le yoga et quel que soit son style, les papis, les mamies, les enfants et du coup même autant de femmes que d'hommes, tu vois. Et à Paris, quand je suis rentrée, c'était pas du tout ça et ça faisait un peu un choc culturel inversé. Choc culturel inversé. On va parler du yoga nidra aussi, mais la transition vers le sommeil, puisque le yoga nidra, dans sa traduction, on va dire vulgarisée, c'est le yoga du sommeil. Et du coup, le yoga nidra, ça va être un yoga que tu vas pratiquer en shavasana. Donc, si ça te parle, c'est la posture du cadavre tu es allongé sur le sol, les bras relâchés. Et donc, c'est un yoga qu'on pratique tout le long allongé sur le dos, dans une position où on va pouvoir rester immobile pendant assez longtemps. En minimum 20 minutes, on va dire. Si tu fais une séance, tu peux avoir des séances d'1 heure. Et le yoga nidra, ça va te faire comme une méditation guidée, mais très profonde. Donc, il me semble que tu es spécialiste de l'hypnose, donc Ouais, je suis formée en yoga nidra aussi, donc en fait, je connais les deux approches. Ouais, effectivement, et il y a des similitudes. Il y a des similitudes dans les ondes du cerveau que tu vas aller chercher pour entrer dans un état un petit peu second et vraiment pour accompagner le sommeil et avoir un sommeil plus profond, plus réparateur. Et je précise un truc quand tu parles d'état second, parce que comme il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent encore de ça, on ne vous fait pas faire des choses que vous ne voulez pas faire. Vous êtes encore conscient quand même. Alors oui, puisque en plus, moi, j'ai utilisé ce mot un peu par hasard, mais si tu veux, c'est vraiment ce que les élèves et moi-même, en tant que professeur de Nidra, j'ai expérimenté. C'est-à-dire que tu es vraiment présent, tu écoutes, tu entends tout, sauf des fois, tu as beaucoup d'élèves qui s'endorment, oui, évidemment, parce que tu es tellement détendu que tu finis par t'endormir. Mais alors moi, je suis pas du tout spécialisée dans l'hypnose. C'est juste qu'il y a des similitudes dans les ressentis où parfois tu vas te sentir un petit peu le moment du sommeil où tu vas t'endormir. Le sommeil léger, tu sais, au début. C'est un peu comme ça. Mais alors moi, j'aime bien faire la comparaison avec le cinéma, en fait, parce que les gens sont tous allés plus ou moins au cinéma. Et quand ils sont happés par le film, ils font plus trop attention au siège sur lequel ils sont assis. Et l'état d'hypnose, c'est un peu pareil. On retrouve ça un peu en hydra aussi, avec cet état de relaxation particulièrement agréable. Exactement. Et c'est vrai que, t'imagines, moi, je suis passée du power au nidra. Oui. C'est le grand écart complet. Mais en fait, ça fait un bien fou parce que tu te sens tellement détendu. Mais par contre, on te demande, il y a quand même une exigence dans le nidra, c'est-à-dire que tu es allongé et que tu ne fais rien de visible. C'est souvent ce que je dis, tu ne fais rien de visible, mais par contre, ton cerveau, il est en train de réfléchir, tes oreilles, elles sont à l'écoute et il est en mouvement. Et souvent, on a beau démarrer une séance en disant, voilà, le but, c'est pas de s'endormir, évidemment. Et bon, il y en a beaucoup qui s'endorment, mais parce que tu es tellement bien, tu peux te sentir partir. C'est vrai, et ça peut bien aider pour le sommeil. Et alors, j'aimerais qu'on parle aussi de l'aspect spirituel du yoga, parce que c'est ce qui le différencie aussi d'autres disciplines. Est-ce que tu pourrais nous en dire 2 mots? Bien sûr, parce qu'en fait, là, on a parlé de la partie émergée de l'iceberg avec toutes les positions, les postures,
tous les enchaînements, etc. Mais en fait, le yoga n'est pas considéré comme un sport à l'inverse du Pilates. Le Pilates, moi, je suis un petit peu formée aussi en Pilates et le Pilates, c'est une discipline sportive. Le yoga, Ouais. pourquoi il y a tant de variétés, pourquoi il y a tant de styles, comme on l'a dit, entre guillemets, c'est que c'est une philosophie de vie. En fait, les positions, ça va être juste, moi je dis 1/8 des branches. Parce que tu as huit branches dans le yoga, dont la respiration, par exemple, pour celles qui sont les plus répandues. Mais tu as aussi tout ce que tu vas faire dans ta vie quotidienne. Tu vas avoir des valeurs que tu vas développer. Donc, la bienveillance, l'entraide, etc. Toutes ces valeurs-là, c'est l'aspect du yoga. C'est un tout. C'est pour ça que je te disais que c'est un tout. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas vraiment de... Enfin, souvent, je l'entends parce que moi, j'interviens beaucoup en entreprise, donc ça me fait super plaisir d'entendre que ça te faisait du bien parce que je suis tous les midis en entreprise, moi. Et du coup, c'est vraiment cet aspect-là. Souvent, j'entends le yoga, c'est un sport, et j'essaye d'un petit peu dire c'est un tout. Mais tu viens faire la pratique physique à cet instant précis quand on vient pratiquer. Et donc justement, alors est-ce que par rapport aux bienfaits du yoga, donc comme tu disais, peut-être plutôt pour les personnes qui cherchent à avoir un meilleur sommeil, est-ce qu'il y a certaines pratiques de yoga qui sont plus recommandées que d'autres, ou il y a des postures qui s'y prêtent aussi qui peuvent être intéressantes? Alors, on fera un contenu un peu plus vidéo aussi qui sera plus parlant, mais je pense, je sais pas, à la posture de l'enfant ou des choses comme ça le soir. Bon, j'allais te dire, c'est classique. Toi, tu es spécialisée dans le sommeil, donc le cycle circadien, je vais pas te l'expliquer, mais en gros, c'est un peu comme dans tout, faudrait faire les pratiques plus intenses le matin et les pratiques plus douces, plus calmes, en tout cas plus ralenties le soir. Donc, par exemple, du power le matin et puis du yin ou nidra. Tu peux enchaîner les deux d'ailleurs, hein, le yin et le nidra, ça s'enchaîne parfaitement. Là, c'est le summum, hein. Quand tu fais un yin, un nidra le soir, tu dors bien en général. Et donc, c'est un petit peu plutôt caler des séances en fonction du rythme de la journée. Parce que c'est vrai que on est dans un monde moderne, donc souvent les cours du soir, ça va être du power, etc. Mais il faut quand même un petit peu de temps pour pouvoir dormir après un cours intense. Alors que un hydra, tu le fais le soir, tu as déjà gagné un petit temps de relaxation avant de te coucher. Donc, je dirais plus qu'au-delà des pratiques, c'est à quel moment tu vas faire ta pratique. Ok, pour se caler. Et comme tu disais que le yoga, ça va au-delà de l'activité physique en tant que telle, c'est toute une hygiène de vie, une philosophie qui va autour de ça. Est-ce que tu es partie, toi, en Inde aussi? Non, malheureusement, parce qu'entre-temps, j'ai une petite fille. Et donc, c'était l'étape. Donc, je rêve d'y aller, en effet, comme tout professeur de yoga. Ouais, j'imagine. Voilà, mais ça fait partie de ma to-do list de voyage. Et pour revenir aux positions dont tu parlais, position pour le soir, évidemment, tu as la position de l'enfant, tu vas avoir des torsions douces, tu peux avoir des positions plus au sol, l'enfant heureux, la chandelle, tu peux avoir la demi-chandelle aussi qui fait beaucoup de bien, celle quand tu peux même aussi poser tes jambes contre un mur, tu parais ta karani, donc ça fait un angle droit, et celle-là en fin de journée, elle fait beaucoup de bien. Notamment quand tu as des sujets de jambes lourdes, non aussi? Oui, la circulation sanguine et évidemment le papillon sur le dos. La déesse du sommeil de son petit nom. C'est joli. Est-ce qu'il y avait d'autres points que tu voulais mettre en avant par rapport à la pratique du yoga? Moi, j'ai une question là-dessus. Oui, tu disais finalement, il y a beaucoup de styles. Alors toi, tu as pu amener ta patte un peu américaine. Et oui, il n'y avait pas beaucoup de power avant. Et non, c'est ça, il y en avait pas. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé à en faire, oui, il y en avait pas. Tu devais être encore aux US et il y en avait pas, effectivement. C'était très compartimenté, en fait. Donc, c'est chouette si ça s'est un peu plus ouvert, j'imagine, avec des personnes comme toi qui reviennent d'ailleurs aussi et qui apportent leur pratique. Oui, et puis après, moi, c'est vrai que là, j'ai fait vraiment le grand saut. Et puis aujourd'hui, je donne surtout beaucoup de cours de yoga prénatal et de postnatal, donc encore rien à voir. Ouais. Et c'est vrai que ça, on en parle de plus en plus de tous ces bienfaits-là en pré- et postnatal aussi du yoga. Ah bah oui, enceinte, ça fait du bien à la maman et au bébé. Et en postpartum, les mamans, elles en ont vraiment besoin. Elles ont besoin qu'on prenne soin d'elles. Donc, quand il y a une personne au moins qui sait
ce qu'on a le droit de faire, parce que souvent ce que j'entends en postpartum, c'est mais moi je ne savais pas que j'avais le droit. Et il y a un petit peu des légendes urbaines que tu viens contrecarrer quand tu es formé là-dedans, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi. Et finalement, il y a très peu de vraies infos. Et c'est surtout où est-ce que je vais les trouver, les infos. Oui, moi je trouve que c'est très important d'accompagner les mamans. C'est chouette. C'est vrai qu'il y a pas mal d'injonctions aussi où parfois on fait un peu peur sur différents sujets et c'est chouette de pouvoir remettre un peu de légèreté aussi dans tout ça et de pouvoir se reconnecter au corps aussi. Exactement. C'est le mot de la peur. Souvent, les mamans, elles me disent, mais moi, j'avais peur, je savais pas, on m'avait pas dit. Et puis, c'est vrai que le corps médical, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont formés à ça, mais pas tous. Et du coup, qui vont attendre un petit peu trop longtemps. Alors, évidemment, il y a des étapes qu'il faut franchir avec des petits pas, parce qu'il faut vraiment protéger la maman au maximum. Mais il y a quand même des choses qu'elles ont le droit de faire, mais elles n'osent plus les faire. Parce qu'on leur a dit, attends, tant de temps. Et puis, des fois, c'est un petit peu faux. Donc, c'est dommage. C'est très culturel, hein, parce que t'as des pays, des cultures où ils se prennent beaucoup moins la tête avec ce qu'ils ont le droit de faire ou pas, et ça se passe pas plus mal, hein, franchement. Donc, c'est vrai qu'on a cette volonté de vouloir à tout prix sécuriser, protéger, mais tellement surprotéger qu'à la fin, on s'empêche de faire des choses. Bah, ça fait très bien la transition avec mon métier qui est d'aider justement les personnes qui viennent me voir en séance à dépasser leurs peurs bloquantes, leurs phobies aussi parfois, leurs traumas. Et donc, ma question pour toi, Pauline, c'était est-ce que il y a une peur en particulier que tu as su dépasser ou que tu aimerais encore dépasser, dont tu aimerais nous parler aujourd'hui? Eh ben, du coup, vu que tu as parlé de phobie, moi j'ai une petite phobie secrète. Je vais en profiter. Moi, j'ai une peur des profondeurs de l'océan. Alors, ça va que j'habite à Paris et que je le vois pas tous les jours, mais autant ça me fascine et autant ça me fait peur au point que, par exemple, vraiment, j'ai jamais pu faire de la plongée sous-marine et je ne sais même pas si j'en ferai un jour. Parce que c'est vraiment OK. ça m'effraie. En revanche, tu arrives à nager dans la mer ou dans l'océan quand même? Alors, j'ai dû dépasser une peur. Mmh. Mais tu peux pas me faire sauter d'un bateau en pleine mer. Là, non, c'est pas possible. Clairement pas. OK. Ou alors, il faut vraiment que l'eau, elle soit transparente et que je vois le fond. Donc, rien que d'en parler, tu vois. Ouais, tu sens quand même les frissons, des manifestations physiques. Ouais. Ouais. Et du coup, alors, je crois que c'est parce que j'ai regardé Les Dents de la Mer quand j'étais petite. Un petit trauma qui serait passé par là. Ouais, vraiment, parce que j'ai pas, je me dis, écoute, si tu as un petit tips pour dépasser, moi, je le prends, hein. Ouais. Alors, c'est vrai que pour les phobies, en fait, l'hypnose comme le MDR peuvent être très efficaces, des fois en quelques séances, avec des protocoles bien pensés. On arrive à dépasser ça parce qu'en fait, le sujet, c'est que c'est irrationnel, en fait. C'est compliqué de s'en débarrasser tout seul. Quand c'est vraiment une phobie, c'est vraiment paralysant et c'est vrai que là, on a en général quand même besoin d'un thérapeute à un moment donné qui intervient. Mais la bonne nouvelle, c'est que le cerveau est plastique. Donc, en fait, le cerveau, il a fait une stratégie mentale bien élaborée qui l'arrange, mais on peut la déconstruire. Donc c'est cool en justement, comme on disait tout à l'heure, avec cet état soit d'hypnose où on peut donner les suggestions qui vont bien dans le même sens, ou avec le MDR où là, on travaille plus avec des stimulations. Donc, non, le jour où tu auras envie de la dépasser, tu sais qui tu peux venir voir. Oui, bien sûr, je viendrai te voir avec grand plaisir. Et d'ailleurs, ça me donne envie de venir parce que c'est vrai que même des fois en vacances, ça me bloque un peu. Ouais, je Et je vois comprends. tout le monde Ouais. s'amuser dans l'eau au loin, mais moi, je peux pas. Et oui, ouais, ça peut être handicapant dans certains contextes. Alors, ce que je voulais te demander aussi, c'est s'il y a un autre secret de Polichinelle que tu aimerais voir abordé dans un prochain épisode. Eh bien, du coup, écoute, avec grand plaisir moi, j'aimerais beaucoup parler ou entendre parler des mamans. Parce que voilà, c'est Oui. vraiment, tu sais, le thème vers lequel je tends. Je suis moi-même maman et je me rends compte qu'il y a pas encore assez de personnes qui s'intéressent vraiment aux mamans. Alors, de Mhm. plus en plus, hein, on est quand même vraiment sur un bon chemin. Mais c'est vrai qu'il y a encore des petits gaps où il y a des trous dans ce qu'on sait, et dans ce qu'on partage. Donc, écoute, oui, ça pourrait vraiment me plaire. Il y en a que je remettrai en rediffusion, je pense, à un moment donné aussi, parce qu'il y a longtemps, j'ai fait un épisode avec une doula Ah, voilà, qui super. accompagnait les mamans, tu vois, qui était un peu avant-gardiste dans son style. Et Ah bah puis oui. aussi avec Ophélie qui fait des soins Rebozo à Paris et plein d'autres choses.
et qui est très engagée sur des alternatives à la maternité, mais en avant. Et donc ça déjà, ça ouvre un petit peu le chemin. Mais effectivement, moi, j'aimerais beaucoup faire, je pense peut-être après le sommeil, pourquoi pas, à un moment donné, faire une saison sur les cycles de la vie, en fait. Parce que, tu vois, là, de la même manière, j'ai envie de parler un petit peu plus du deuil qui est trop tabou, je trouve, dans nos sociétés, de la mort, de manière générale. Et donc, de la vie à la mort, tu vois, de la naissance à la mort. Pourquoi pas faire une saison comme ça pourrait être chouette. C'est super comme thème. C'est vrai que je suis d'accord avec toi que le deuil, c'est tabou alors que ça fait partie de la vie. Et plus on en parle tôt et plus on en fait quelque chose de finalement un passage plus qu'un deuil. Ça aide beaucoup. Complètement. Et c'est en ça, tu vois, que j'aime bien aussi le yoga, c'est ce côté un peu spirituel qu'on a perdu parfois dans nos sociétés. Alors on n'est pas obligé de croire en quelque chose de spécifique, mais en même temps, ça joue aussi ce en quoi on croit et la foi qu'on peut avoir en quelque chose. Mine de rien, sans parler religion spécifiquement, hein, mais vraiment le côté plus spirituel, ça aide aussi. Donc voilà, c'est quand même un sujet, je pense, qui est intéressant. Ça t'aide à appréhender la vie d'une autre manière et de un peu réagir quand tu as vraiment besoin de réagir, de pas lâcher prise, mais presque sur ce que tu ne peux pas contrôler finalement. Donc, Tout à fait. De voir sous une autre perspective les choses, sous un autre angle. Exactement. Donc, je trouve ça très riche et moi, ça m'a bien accompagnée, beaucoup aidée. Donc, écoute, alors là, Pauline, si on a envie de venir prendre un cours avec toi, de te suivre, je vais mettre les liens en description. Où est-ce qu'on va? Tu as un compte Insta, il me semble. Tu as sans doute un site web peut-être aussi. J'ai donc mon compte Instagram, Pauline-yoga. Et oui, je l'ai eu. Parce que tout le monde me demande, mais comment t'as fait? Eh bien, je l'ai créé il y a très longtemps en Californie. Et du coup, il n'y avait pas de Pauline aux États-Unis à ce moment-là. Voilà, c'est facile. Pauline-yoga. Et on m'écrit. Moi, je suis assez présente sur les réseaux parce que j'accompagne beaucoup de mamans. Et c'est vrai que je réponds assez vite, avec grand plaisir pour m'écrire. Et sinon, en entreprise, pour le reste du temps, je suis en entreprise. Donc, voilà. Donc, tu donnes des cours à domicile, sinon, ou en entreprise, c'est ça? Voilà, en entreprise, à domicile et en visio, beaucoup, de plus en plus. Parfait. Je mettrai tout ça en description. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi, Laetitia, de m'avoir invitée sur ce podcast. C'était vraiment un plaisir et super enrichissant. Plaisir partagé. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à mettre un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, à me laisser un commentaire ou à le partager avec tes proches. Si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter pour recevoir plus de conseils bien-être dans ta boîte mail. Tu trouveras le lien en description de cet épisode et également dans la bio de mon compte Instagram Laetitia's Escapes. À bientôt pour un nouvel épisode.